Ce soir, nous, ce soir, nous accueillons Alain Grèche, qui va nous faire un exposé sur Israël et Palestine, pas de paix sans justice. Je pense que c'est important, même si aujourd'hui l'idée même d'une paix est difficile à envisager. Je crois qu'il faut l'envisager. C'est une nécessité, je dirais presque morale et existentielle. Donc, voilà, très bien. Donc, Alain Grèche, nous le connaissons ici à Condorcet, il est déjà venu il y a maintenant un certain nombre d'années, mais vous le connaissez aussi peut-être, tout simplement parce qu'il a été longtemps journaliste et rédacteur en chef aussi d'ailleurs au Monde diplomatique. Euh, il est reconnu comme un spécialiste des conflits au Moyen-Orient et plus particulièrement entre Israël et la Palestine. Il a un intérêt particulier, je dirais presque existentiel aussi pour la Palestine. Il pourra en dire un mot lui-même. Et je crois que ici, à Condorcet, nous avons été plusieurs fois très soucieux de parler de ce qui se passe au Moyen-Orient et en particulier entre Israël et la Palestine. Euh, Pas simplement quand Alain Grèche est venu, mais aussi, je le rappelle, parce que ça a été un moment d'espoir formidable et d'espoir déçu lorsque nous avions accueilli en 2005 Elie Barnavi et Leila Chaïd ici dans cette salle côte à côte, qui avaient essayé de discuter, dialoguer ensemble, et à l'époque espéraient encore que de ce dialogue et du dialogue entre Israéliens et Palestiniens pourrait sortir une paix partagée entre ces deux peuples. On sait aujourd'hui que cet espoir a été déçu. Donc, Alain Grèche va nous exposer aujourd'hui ce qu'il pense de la situation. Euh, je signale qu'il a publié très récemment, puisque c'est sorti le 2 ou 3 mai, donc il y a quelques jours seulement, un livre au lien qui libère, qui s'appelle Palestine, un peuple qui ne veut pas mourir. Euh, Ouvrage très intéressant et qui témoigne là aussi d'un sentiment d'urgence pour mieux comprendre la situation et aussi sortir de cette atmosphère délétère qui est entretenue par beaucoup de gens. Je voulais signaler simplement, ce n'est pas un ouvrage d'Alain Grèche, mais un petit ouvrage qui est paru il y a quelques jours aussi, d'Elias Sambar, qui est intervenu aussi il y a longtemps au Cercle Condorcet. Je pense d'ailleurs que c'était Robert Bistolfi qui l'avait fait venir. On parlait tout à l'heure de Robert Bistolfi. Donc ce petit ouvrage qui est très intéressant, très fort, parce qu'il parle de sa propre expérience, hein, la dernière guerre, il est de ces Palestiniens qui ont été expulsés d'Israël. Il avait quelques mois quand sa famille a dû quitter Israël. Et c'était au moment de la Nakba. Je signale d'ailleurs que ce soir, c'est l'anniversaire un peu rituel pour les Palestiniens de la Nakba, le 15 mai 1948. C'est de là qu'a commencé, après la déclaration d'indépendance d'Israël, que les Palestiniens appellent la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe. Voilà, je te laisse la parole, cher Alain. C'est à toi. Oui, je voulais le dire. Donc, les livres d'Alain Grèche, le livre est à disposition là-bas. Il faudra le régler soit par chèque, soit par liquide. Voilà. Vous pouvez le faire à la. Voilà. Bien, tout d'abord, merci au Cercle Condorcet de m'avoir invité. C'est un certain nombre de souvenirs pour moi, puisque peut-être que vous savez que le Cercle Condorcet avait été créé avec comme premier président Claude Julien,
qui était le directeur du Monde diplomatique. à Donc, on a l'époque. été, à l'époque, on a été liés directement. En plus, il fut un temps où j'ai participé à la Ligue, à la Commission Islam et Laïcité, qui a travaillé quelques années sur les questions des musulmans en France. Et puis, je suis venu effectivement parler plusieurs fois euh, de la Palestine et je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est incontestable qu'on vit un moment très difficile où on a beaucoup de mal à se situer et où il y a une tendance à, bon, comment dire, à partir d'une réalité à, bon, disons, le point de départ aujourd'hui de la Palestine, quand on la regarde, le territoire historique de la Palestine, c'est-à-dire celle qui a été donnée aux Britanniques au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui comporte Israël, la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, sur ce territoire historique vivent en gros 15 millions de personnes et en gros 7 millions et demi de Juifs israéliens, 7 millions et demi de Palestiniens. Et cette situation amène beaucoup de gens, et je pense que ça a été le cas au moment des accords d'Oslo, à se dire il faudrait que les deux peuples s'entendent, et si on pouvait éliminer les extrémistes des deux côtés, finalement, on trouverait une solution. Et je voudrais essayer de montrer que ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que la présence en Palestine de deux populations ne met pas un signe d'égalité entre eux, pour deux raisons. D'abord, une raison historique qui fait que Israël s'est créé sur une injustice faite à l'égard des Palestiniens et que les Palestiniens ont payé d'une certaine manière, pas seulement l'antisémitisme européen et le génocide, et de l'autre que même dans cette situation aujourd'hui d'Israéliens et Palestiniens, on n'est pas dans une situation égalitaire, c'est-à-dire on a un occupant et un occupé. On a une puissance dominante et forte face à un peuple qui est en plus divisé, etc., mais qui vit sous occupation. Donc, l'aspiration normale, parce qu'on sait qu'une solution devra prendre en compte évidemment Israéliens et Palestiniens, mais en même temps, si on ne voit pas si on ne mesure pas les différences et les inégalités, on aboutit à un échec, ce qui a été le cas d'ailleurs des accords d'Oslo. Parce que les accords d'Oslo ont créé l'illusion qu'on était on était près de la solution, qu'il suffisait de laisser les gens de bonne volonté discuter entre eux. Et en fait, ça a échoué. Et ça a échoué parce que ce n'était pas une discussion entre deux parties égales. Tout le processus d'Oslo, c'était une discussion entre l'OLP de Yasser Arafat et les Israéliens, dans un rapport de force totalement défavorable aux Palestiniens, et dans lequel, d'abord, la communauté internationale, c'est-à-dire essentiellement les Européens et les Américains, ont laissé faire et ont laissé les Palestiniens seuls face à Israël, qui n'avait pas beaucoup d'incitatifs à négocier. Mais l'important de comprendre avant, c'est que, je veux dire, comme j'ai dit, la situation actuelle, elle est née d'une injustice et d'un processus de colonisation qui a été accéléré, disons, après la Première Guerre mondiale avec le mandat britannique. C'est-à-dire que, vous savez qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, Britanniques et Français se sont partagés la région. Le, les Britanniques ont obtenu le mandat sur la Palestine, qui était donné par la Société des Nations. Et à partir de ce moment, les Britanniques ont favorisé ce qu'ils avaient promis de faire dans la fameuse déclaration de Lord Balfour le 2 novembre 1917, la création d'un foyer national juif en Palestine. Et il faut bien prendre conscience, à moins d'être convaincu que la Bible est un titre de propriété, qu'il y a un droit des Juifs sur cette terre de Palestine, c'est évidemment quelque chose que personne ne peut accepter rationnellement. Et les Britanniques l'ont fait d'ailleurs pas du tout pour des raisons de sympathie à l'égard des Juifs. Je veux dire, la plupart, Lord Balfour, par exemple, était un antisémite convaincu, mais avec l'idée de créer, parce que c'était la mentalité de l'époque, de créer en Palestine une communauté européenne qui serait un allié des Britanniques. Et la Palestine était très importante pour les Britanniques parce qu'elle contrôlait l'est du canal de Suez, et que pour les Britanniques qui contrôlaient l'Égypte aussi,
Le canal de Suez était une voie de communication vitale, puisqu'elle reliait le Royaume-Uni à la perle de l'Empire qui était l'Inde. Donc, à partir de ce moment-là, euh, il y a eu, les Britanniques ont favorisé une émigration juive en Palestine. Je pense réellement, et c'est pas, je ne le dis pas de manière polémique, personne rationnellement ne peut dire que c'était justifié, que les Juifs avaient le droit de retourner à Jérusalem. À part si on est religieux et qu'on a en plus une certaine lecture de la religion, euh, c'était dès le départ une injustice. Et là, ça pose une question, ça pose la question juive, qui est une question très, très compliquée. Si vous avez le temps, je vous invite à relire Maxime Rodinson, l'essai qui est toujours disponible à la découverte, Peuple juif ou nation, ou problème juif ou peuple juif. Il y a deux problèmes sur la question du sionisme, c'est-à-dire la volonté de créer un État juif en Palestine. Il y a un problème, est-ce que les juifs forment un peuple au sens traditionnel du terme? Est-ce qu'ils ont droit à un État ou non? On peut en discuter, je veux dire, pour moi, ce n'est pas le cas, mais c'est toujours très difficile de définir qu'est-ce que c'est un peuple, une nation, quand il n'y a pas d'État. Mais le problème du sionisme, ce n'était pas ça. Le problème du sionisme, c'était nous allons créer un État juif là où il y a déjà une autre population. Et c'est dans ce sens que je pense que dès le départ, le mouvement sioniste a été un mouvement de colonisation. Et c'est important aussi de rappeler que ce mouvement sioniste s'est heurté au départ à l'hostilité d'une partie très importante des Juifs. Et aujourd'hui, on dit l'antisémitisme, c'est un antisémitisme. Je dis, alors, à ce moment, il faut dire que les premiers antisémites, c'était des Juifs. Alors, les, euh, les Juifs sont répartis dans tout le monde et c'est très difficile de savoir comment on les définit de manière générale, puisqu'on sait très bien que, y compris dans les gens qui ont immigré en Palestine, beaucoup n'étaient pas croyants. Donc, qu'est-ce que c'est un juif? D'ailleurs, il faut le dire, ni les Israéliens ni les nazis n'ont jamais été capables de définir les juifs. C'est-à-dire, en général, c'est de dire ceux dont la grand-mère ou l'arrière-grand-mère sont juifs. Mais ça, c'est pas une définition convaincante. Mais face à cette montée du fédéral, il faut comprendre pourquoi ce sionisme politique est né à la fin du 19e siècle. Il est né sous une double influence. D'abord, à partir de 1881-82, les grands pogroms antisémites en Russie. Après l'assassinat du tsar, il y a eu des grands pogroms et qui ont favorisé le fait que les Juifs ont eu peur. Et l'autre chose, c'était qu'on était à la veille, enfin, je veux dire, dans une Europe qui était en plein bouleversement avec la montée du mouvement des nationalités. C'était pas, les peuples cherchaient plus ou moins à devenir indépendants, les Polonais, les Croates, les Serbes, etc., etc. Et que le mouvement sioniste, d'une certaine manière, s'inscrivait dans cette idéologie, avec le fait que, si j'ai dit les Juifs n'avaient pas de caractéristiques nationales au sens traditionnel, en Europe, dans l'Empire tsariste, ils avaient un certain nombre de points de proto-nationalisme, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils étaient regroupés parce qu'ils étaient obligés de vivre dans un certain nombre d'endroits. Ils parlaient une langue qui était le yiddish, et ils avaient une culture commune, et puis, je dirais, comme dans toutes les circonstances, les persécutions favorisaient cette identité. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que malgré toutes ces situations, la réponse des Juifs au sionisme a été une réponse négative. D'abord, après les grands pogroms en 1881-82, puis qu'on continue à différents moments, il y a eu en gros 2 millions de Juifs qui ont quitté l'Europe de l'Est. 90% sont allés dans le seul endroit qui était la terre promise, pas seulement pour les Juifs, pour les Irlandais, etc., aux États-Unis. Et très peu ont été en Palestine. Réellement, personne n'avait envie d'aller fleurir le désert. Je veux dire, c'était évident, quoi. À part les gens qui étaient très idéologiquement convaincus. Et c'est important à comprendre parce que on va voir la responsabilité des Occidentaux. Ça a changé quand, cette situation? Quand les États-Unis se sont fermés parce qu'ils ne voulaient pas d'immigration juive. En 1925-26, ils ont adopté des grandes lois contre l'immigration qui vont rester en place jusque dans les années 60. Et même quand on va découvrir les camps d'extermination et que on va découvrir la situation des Juifs, les États-Unis refusent d'accorder des visas au-delà de 5000 visas par an.
alors qu'ils demandent aux Britanniques d'accueillir 100 000 personnes en Palestine, eux-mêmes refusent de les accueillir. Et l'Europe de l'Ouest aussi, est, dans les années, en tous les cas, 20 et 30, est aussi très, très réticente à s'ouvrir aux Juifs. Donc il y a dans la position en général européenne et occidentale une totale hypocrisie. C'est-à-dire, d'un côté, on dit on veut sauver les Juifs, mais on veut les sauver s'ils vont en Palestine, on ne veut pas les sauver en les accueillant comme des réfugiés. Donc la première réponse des Juifs au sionisme, ça a été ce que j'appelle ils ont voté avec leurs pieds, ils ont été aux États-Unis. Il y avait d'autres réponses possibles. Il y avait la réponse qu'ont adopté un certain nombre de communautés, enfin d'intellectuels de communautés juives, la réponse révolutionnaire, c'est-à-dire ceux qui se sont intégrés au mouvement socialiste, au mouvement communiste, et ils ont joué un rôle, comme vous savez, très important dans ces mouvements. Et ils pensaient que, comment dire, l'émancipation du prolétariat mettrait fin aux discriminations raciales et bon. Mais ça, ils ont joué un rôle important. Et puis, il y avait les Juifs qui se sentaient citoyens de leur pays, que ce soit en Allemagne d'ailleurs dans les années 20 et 30. Je crois que c'est la période dans les années 20, c'est là où il y a le plus grand nombre de mariages mixtes entre juifs et allemands dans les années 20. C'est que malgré l'antisémitisme, il y a des gens qui disent bah, nous sommes citoyens de ce pays, personne n'imaginait ce qu'allait être le nazisme, hein, je veux dire, mais donc, et ils pensent que la création d'un État juif et leur créerait des problèmes parce qu'elle créerait une espèce de double loyauté. Et à partir de certains moments, comme on va le voir peut-être après avec les Juifs des pays arabes, à partir du moment où Israël existe, est-ce qu'ils sont loyaux à Israël ou est-ce qu'ils sont loyaux à l'État dont ils sont des nationaux, des États arabes? Donc, il y a ce refus, disons, en général des élites bien intégrées en France ou du sionisme. Puis, il y a aussi un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler, qui était le Bund, qui est un mouvement qui a joué un rôle très, très important, dont la mémoire a disparu, mais ils ont joué un rôle très important dans les années 20 et 30. C'est un mouvement socialiste révolutionnaire qui se réclamait d'une identité juive, mais qui en même temps ne voulait pas aller construire un État ailleurs. Il disait notre émancipation, c'est sur le territoire où nous vivons. Et c'est eux qui joueront un rôle notamment très important dans l'insurrection du ghetto de Varsovie, etc. Ils seront liquidés à la fois par les nazis et en Union soviétique par Staline. Et il va disparaître pratiquement en laissant un faible héritage. Donc voilà la situation telle qu'elle est dans les années 20-30. Ce qui va changer, c'est évidemment, comme j'ai dit, la fermeture des États-Unis à l'immigration juive et la montée au pouvoir du nazisme. Et pas seulement d'ailleurs, il y a eu le 1933 Hitler, mais il y a euh, des pouvoirs antisémites en Roumanie, etc., évidemment, qui vont favoriser l'immigration. Et l'immigration, comme j'ai dit, le seul endroit où cette immigration est possible, c'est la Palestine. C'est la Palestine parce que les Britanniques favorisent cette immigration et petit à petit va se constituer en Palestine même le Yishuv, c'est-à-dire ce qu'on appelle la communauté juive, qui petit à petit, avec l'aide des Britanniques jusqu'en 1939, s'organise comme une communauté autonome du reste de la population. C'est-à-dire, ils ont leur propre structure politique, ils ont leur propre structure économique, et avec un travail du mouvement sioniste pour qu'ils vont avancer un slogan qui nous choquerait ici, c'est le travail juif. C'est-à-dire, il faut réserver le travail dans les kibbutz, enfin dans les kibbutz, dans les terres agricoles, etc., aux juifs seulement. Et c'est bon. Donc, il va y avoir cette autonomie. Et puis après, avec la montée de la résistance palestinienne, je vais revenir rapidement, à cette immigration juive qui est perçue, je crois que c'est une des choses qui est importante à comprendre. Je veux dire, les Palestiniens qui voient arriver les Juifs, il y avait une petite communauté juive qui vivait normalement en Palestine. Juste aussi un mot, c'est-à-dire que, bon, il y a un aspect religieux, évidemment, là, je n'en ai pas parlé, là, entre les Juifs et Jérusalem, je veux dire, mais il faut savoir, parce que ça, personne ne sait, que
jusqu'en 1948, n'importe qui pouvait aller à Jérusalem. Moi qui ai grandi en Égypte, la blague chez les juifs égyptiens, c'était de dire, mais c'est pas l'an prochain à Jérusalem. Jérusalem, c'est le train de 9h40 tous les matins. Donc il y avait la possibilité, il y avait beaucoup de juifs religieux qui allaient là-bas pour mourir, parce que, comme vous savez, quand le Messie reviendrait, il viendrait à Jérusalem. Donc, voilà, donc il y a une constitution petit à petit d'une entité, juive différente de ce qu'est la population locale. Et c'est ce qui crée la différence entre le mandat britannique sur la Palestine et tous les autres mandats. J'ai dit un mot sur les mandats. Donc, après la Première Guerre mondiale, c'est difficile. Bon, les peuples de ce qu'on va appeler le tiers-monde commencent à se révolter, etc. Et c'est difficile de dire on va revenir à la vieille colonisation ou avec une occupation directe. Donc, la Société des Nations invente les mandats. Les mandats, c'est donner aux puissances coloniales, les Français et les Britanniques en particulier, le droit d'amener des peuples qu'on considère comme mineurs à la majorité. Mais le but, c'est quand même de les amener à l'indépendance, sauf en Palestine. C'est ce qui fait la différence entre le mandat français au Liban ou le mandat britannique en Irak et le mandat en Palestine. Et la déclaration Balfour dont j'ai parlé, qui date du 2 novembre 17, où les Britanniques promettent la création d'un foyer national juif en Palestine, parle des autres communautés musulmanes, mais aussi il y a une minorité chrétienne non négligeable, comme des minorités qui ont des droits économiques et culturels, mais pas politiques. Donc il y a vraiment une différence sur laquelle les Britanniques, bon, cette installation va, ah oui, c'est ça que je veux dire, va provoquer une opposition très forte des Palestiniens et ce n'est pas une opposition aux Juifs. Aujourd'hui, vous savez, on dit je reviendrai sur le Hamas, etc. Ils ne tuent pas des Juifs. C'est-à-dire, pour eux, ce n'est pas ça le problème. Pour eux, le problème, c'est des colons israéliens. Je veux dire, c'est des colons. Moi, je raconte dans le livre, la première fois que je suis allé en Palestine, c'était en 1980 ou 81. Et je parlais avec les Palestiniens et ils disaient les Yahoud, en parlant des Israéliens. Et moi, ça m'a choqué. Ils disent les Juifs. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les Israéliens juifs, ils ne disent pas nous les Israéliens, ils disent nous les Juifs. Et cette, cette confusion entre Juifs et Israéliens, elle est problématique, mais réellement, les Palestiniens le disent de manière ironique, ils disent si c'était les Chinois qui nous avaient colonisés, on s'opposerait aussi aux Chinois. C'est pas même si, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas des formes d'antisémitisme religieux dans la religion musulmane, et puis ensuite un antisémitisme qui a été importé dans les années 30 venant d'Europe, etc. Mais ce n'est pas ça la question essentielle. Ce n'est pas une hostilité aux Juifs parce qu'ils sont Juifs. C'est une hostilité aux colons qui a permis, si vous voulez, qui a débouché sur des mouvements de résistance très importants, notamment en 36-39, ce qu'on appelait la grande révolte palestinienne, et qui est le refus par les Palestiniens de cette appropriation de leurs terres. Peut-être que vous avez lu un reportage d'Albert Londres qui s'appelle Le Juif errant est arrivé, où il a fait, je ne sais plus pour quel journal, il a fait toute une série de reportages. Et comme tous les journalistes français à l'époque, Kessel, etc., quand ils vont là-bas, ils voient que des juifs, ils ne voient jamais d'arabes. Parce que c'est compliqué de voir des arabes, parce qu'il faut parler la langue, parce que, etc. Bon, parce qu'ils ont un a priori favorable, évidemment, c'est resté, ils ont un a priori favorable aux Occidentaux. C'est aujourd'hui, ça reste le cas quand des journalistes vont là-bas, enfin des journalistes qui ne sont pas des spécialistes, c'est tellement plus facile d'entrer en contact avec des Israéliens, dont certains parlent français et l'anglais, que de rentrer en contact avec des Arabes. Bon. Et la seule chose intéressante dans son... Enfin, non, pas la seule chose, mais une des choses qui m'a frappé dans le livre Les Juifs errants est arrivé, c'est qu'à un moment, il rencontre justement une dizaine de responsables palestiniens, dont 2 chrétiens, je crois. Et un des chrétiens lui dit, mais nous, on est déjà à une époque où il y a une montée du nazisme
Il dit, nous, on n'a aucun problème sur accueillir des réfugiés. Je dis, au contraire, je veux dire, on a toujours été une terre où il y avait des réfugiés, etc. Mais ce n'est pas la même chose d'accueillir des réfugiés et d'accueillir des gens qui viennent dire, on est là pour vous remplacer. Donc, il y a là vraiment quelque chose de différent. Bon, ça va, on va aller de crise en crise. Les Britanniques, qui sont la puissance mandataire, jouent un rôle extrêmement négatif et ils attisent les tensions parce qu'ils ont toujours été sur la politique divisée pour régner. Je ne vais pas rentrer dans les détails. À un moment, le mouvement sioniste en 1939-40 et surtout à partir de 1940, une partie du mouvement sioniste va considérer que les Britanniques sont des ennemis, donc va engager des actions militaires terroristes, je reviendrai tout à l'heure sur le terme de terroriste, contre les Britanniques, ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous avez, on parlait de Bernard-Henri Lévy, il explique que le mouvement sioniste a été un mouvement anticolonial et anti-impérialiste puisqu'ils se sont battus sur les Britanniques. Et bon, j'ai préparé un article qui va sortir dans le journal dont je m'occupe, Orient 21, dans 2 jours, qui est de dire, à ce moment, effectivement, l'OAS était un mouvement anti-impérialiste. Il se battait contre le colonialisme français. Il y a toujours eu dans l'histoire des moments où des colons se sont, comment dire, séparés de la puissance coloniale. C'est arrivé aux États-Unis, d'ailleurs, d'une certaine manière. Ça a été le cas en Rhodésie, pour ceux qui s'en souviennent, quand le pouvoir, enfin, quand les Blancs ont déclaré l'indépendance, se sont séparés des Britanniques. Et là, c'est la même chose. Ça n'a pas fait du mouvement sioniste un mouvement anti-impérialiste. Alors, pour revenir sur Bernard-Henri Lévy, il s'attaque à Rodinson notamment, parce que Rodinson a écrit un texte très important, qui est aujourd'hui oublié, dommage, on va essayer de le rééditer. Il était paru dans un numéro célèbre des temps modernes, qui est paru en 67, juste au moment de la guerre. Le texte s'appelait Israël fait colonial, point d'interrogation. À mon avis, c'était pas Rodinson qui avait mis le point d'interrogation, mais visiblement, ça avait suscité euh, beaucoup de débats. Et Bernard-Henri Lévy développe toute une série d'arguments que Rodinson avait déjà largement contestés bien avant pour expliquer que, justement, il y a une très grande différence entre le mouvement sioniste et les mouvements colonialistes. Et une des choses qu'il dit, en gros, ils chantaient l'international, ils avaient des drapeaux rouges, etc., etc. Ce qui est vrai. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est que à l'époque, c'est dans les années avant la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, une grande partie du mouvement socialiste était un mouvement colonialiste, enfin, qui approuvait le colonialisme et qui pensait que le colonialisme était un facteur de progrès. L'international communiste a rompu plus ou moins avec ça, etc. Mais le fait que le fait d'être, si vous voulez, de chanter des chants révolutionnaires ou même enfin, de se réclamer d'idéologie révolutionnaire. Alors, la particularité du mouvement sioniste, c'était que, je veux dire, aujourd'hui, il y a une espèce de globalisation. Il y avait des tendances qui allaient de l'extrême droite à l'extrême gauche. De l'extrême droite favorable, c'est-à-dire sympathisant du pouvoir de Mussolini, etc., à l'extrême gauche avec des gens qui étaient des staliniens, c'est-à-dire, je ne parle pas du Parti communiste, c'est-à-dire des gens qui pensaient que l'Union soviétique, c'était l'avenir, etc. Donc tout ça existait, et ça a toujours fait, d'ailleurs, d'une certaine manière, rendu le mouvement sioniste plus sympathique que d'autres types de mouvements, et c'est dans le sens qu'on peut le comparer au nazisme, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais chaque fois qu'il y a eu une crise majeure, toutes les fractions, pratiquement à quelques exceptions près, se sont ralliées autour de la cause nationale. Ça a été le cas en 1947-48, quand il s'est agi de savoir est-ce qu'on partage la Palestine ou non. Est-ce que c'est la même chose, d'une certaine manière, aujourd'hui, où il y a une unanimité et malgré toutes les critiques contre Netanyahou, les critiques, elles ne sont pas sur le fond. C'est-à-dire l'approbation de la politique menée par Netanyahou, elle est massive, pas de lui comme personne, mais l'idée qu'il faut liquider les Palestiniens à Gaza, je reviendrai, c'est quand même quelque chose qui est très dominant. Donc, ça a abouti en 1947, il y a eu l'Assemblée générale des Nations unies. À l'époque, les Nations unies ne représentent pas
l'essentiel du globe est encore sous colonisation, mais ils représentent une partie, ils décident de partager la Palestine. Les Palestiniens refusent pour une raison qui, enfin, on peut dire que c'est une erreur politique, tactique, parce que ça aurait été mieux s'ils l'avaient accepté, peut-être que ça aurait été mieux, mais en même temps, je veux dire, c'est vous demandez à quelqu'un de partager sa maison, euh, au nom de quoi? Et ils l'ont refusé et ils ont été effectivement battus. Les pays arabes sont rentrés dans la guerre. Bon, je passe là-dessus, on pourra y revenir, mais il y a quand même cette guerre de 47-48 qui est très importante parce qu'elle va s'accompagner on a évoqué la Nakba, la catastrophe. La Nakba, c'est l'expulsion massive des Palestiniens de chez eux, ce on appellerait aujourd'hui un nettoyage ethnique. Et c'est intéressant parce que c'est un nettoyage ethnique que les Palestiniens ont dénoncé dès le début, mais que personne en Europe n'a vu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le long article où Le Monde revient sur 30 ans, sur 80 ans de couverture. C'est très intéressant parce que, et ils reconnaissent d'ailleurs, en 45, 47, 48, on ne voit pas les Palestiniens au sens propre et on ne voit pas l'expulsion. Vous imaginez 700 000 personnes expulsées. Bon, il n'y a pas les Internet, il n'y a pas les téléphones portables, etc. Mais ça s'est fait dans le silence. On va découvrir les Palestiniens après quand il y aura les camps. Donc, mais là, c'est bon, c'est aussi la sympathie bon, qu'on peut comprendre des opinions occidentales à l'égard de ce qu'on considère être comme les rescapés de la Shoah. Et aussi, il faut le rappeler qu'il y a une unanimité nationale, en France comme partout, du fait que l'Union soviétique va soutenir le plan de partage. Donc les communistes, qui sont une force majeure, soutiennent le plan de partage. Les socialistes le soutiennent. Donc les gens aussi sont très peu nombreux. Il y a une solidarité et les Palestiniens vont disparaître, mais il va rester cette expulsion des Palestiniens. Et oui, je disais, le récit des Palestiniens va être inaudible pendant 20 ans. C'est-à-dire l'idée que les Palestiniens ont été expulsés, personne n'y croit, bien qu'il y ait des historiens palestiniens qui ont travaillé là-dessus. Et puis, dans les années 70, il va y avoir ce qu'on appelait les nouveaux historiens israéliens, qui ont l'avantage, ils ont travaillé sur les archives de l'armée israélienne et qui vont dire la même chose. Et je dirais, ça me semble une tendance générale en Europe, en France, aujourd'hui, avec la guerre de Gaza, etc. C'est qu'a priori, pour nous, ce que disent les Israéliens, c'est vrai, et a priori, ce que disent les Palestiniens, c'est des mensonges. Et la manière dont les médias, par exemple français, utilisent des journalistes franco-israéliens, mais refusent d'utiliser les journalistes euh, palestiniens qui ont payé un prix. Vous savez qu'il y a eu plus de 100 journalistes qui ont été tués. Et pour moi, symptomatique de ça. Mais bon, je ferme la parenthèse. On arrive à une situation où le territoire palestinien est divisé, c'est-à-dire Israël prend une partie de ce territoire qui avait été prévu par le plan de partage, plus 20% supplémentaires qu'ils ont gagné dans les combats. La Cisjordanie est annexée par la Jordanie, et en fait, il y a eu des négociations entre Israël et l'émir de Jordanie pour qu'il y ait un accord. Et Gaza reste un territoire à part, et c'est un territoire bon aussi. Si vous avez un jour l'occasion de lire le livre de Jean-Pierre Filliu sur Gaza, c'est très intéressant. C'est vraiment on a l'impression que c'est rien, Gaza, c'est un petit peu de territoire comme ça, mais il y a une vraie histoire. Et le fait qu'ils aient vécu, c'était la seule fraction du peuple palestinien qui vivait de manière autonome. Et c'est là que sont nées les nouvelles générations de Palestiniens qui ont travaillé avec Gaza, que ce soit Arafat, Abu Jihad, etc., etc. Et c'est là qu'ils vont fermer les générations qui vont diriger l'OLP à partir de 67. Et puis en 67, il y a la, il y a la guerre, Israël la gagne haut la main, occupe tout le territoire historique de la Palestine. Et mais on est dans une situation où le conflit apparaît comme avant tout un conflit israélo-arabe. Les Palestiniens commencent avec les organisations de fidayines de jouer un rôle, mais globalement, jusque dans les années 70, la question palestinienne est relativement secondaire. Et c'est petit à petit qu'elle va s'imposer. Elle va s'imposer par la lutte des Palestiniens, qui utilisent largement l'arme du terrorisme. Enfin, je reviendrai sur le terrorisme et ce que ça signifie, c'est-à-dire les détournements d'avions,
les attaques contre des civils, etc. Et petit à petit, les Palestiniens vont devenir une force. Et ce qui est important, enfin pour moi surtout quand je vois la manière dont se comporte le gouvernement français aujourd'hui, c'est que euh, dans la reconnaissance des Palestiniens, la France va jouer un rôle majeur. Et grâce au général de Gaulle, qui en 67 condamne l'agression israélienne contre les pays arabes, et qui va dans une fameuse conférence de presse qui est restée célèbre parce que c'est la conférence où il parle des Juifs comme peuple sûr de lui et dominateur. C'est une formulation qui est, enfin, d'abord, je ne pense pas que c'est un peuple, mais au-delà de ça, c'est une formulation qui est plus que contestable. Il dit quelque chose qui est plus important à mon avis. Il dit, novembre 67, Israël organise l'occupation. L'occupation ne peut pas aller sans répression, arrestation, etc. Ça donne lieu à une résistance qu'Israël appelle le terrorisme. Il a résumé, en fait, les 50 années qui allaient suivre. C'est-à-dire le fait qu'il y a une situation d'occupation qui ne peut déboucher que sur de la violence. Et à partir de cette position du général de Gaulle, la France a développé une position originale par rapport aux pays occidentaux en se battant pour la reconnaissance de l'OLP. En 1980, la France entraîne toute l'Europe, à l'époque c'est 9 pays, à dire qu'il n'y a pas de solution sans l'OLP et la reconnaître le droit à l'autodétermination des Palestiniens. À l'époque, Menahem Begin, qui est le Premier ministre israélien, dit vous voulez que nous négocions avec les héritiers de Hitler. Les Américains disent que l'OLP, c'est des terroristes, etc. Mais petit à petit, c'est cette idée qui va faire son chemin, être acceptée par la communauté internationale non occidentale, par la communauté occidentale, notamment les pays européens, et déboucher sur les accords d'Oslo et la tentative de trouver une solution. Alors, je ne veux pas rentrer là le problème sur quelle solution, c'est-à-dire un État, deux États, etc. Je vais y revenir à propos de Gaza. Mais ce qu'il faut dire, c'est que du point de vue du droit international, tel qu'il est codifié par les Nations Unies, aujourd'hui, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est sont des territoires occupés. Et l'idée, c'est que là-dessus, il faut que les Palestiniens puissent construire un État. C'est la position depuis 20 ans. On sait que ça va devenir de plus en plus difficile, tellement il y a aujourd'hui 800 000 colons entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Mais c'est la position du droit international. Alors, je ne veux pas non plus revenir sur pourquoi les accords d'Oslo ont échoué, mais je vais faire un saut, si on peut dire, sur le 7 octobre et ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, ça a soulevé beaucoup d'émotions en France et aussi beaucoup de déformations. D'abord, quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre, je réponds toujours qu'est-ce qui s'est passé le 6 octobre. Je veux dire par là que le discours israélien, c'était on avait un cessez-le-feu, on avait le calme, etc. Et brusquement, ils nous ont attaqués, c'était pas, il n'y avait aucune raison. Je veux dire, il faut répéter, il faut le dire, l'occupation, jamais, enfin, dans la période moderne, il y a eu une occupation aussi longue. C'est-à-dire, depuis plus de 50 ans, les Nations Unies considèrent que les Palestiniens vivent sous occupation et que, en soi, c'est déjà une raison de résister. C'est le fait de vivre sous occupation, on a le droit à la résistance. C'est-à-dire, tout le monde parle du droit d'Israël à l'autodéfense ou à la légitime défense, mais le premier droit d'un peuple qui vit sous occupation, c'est de résister. Donc, le 6 octobre, il y avait une situation où la colonisation continuait d'augmenter. La répression en Cisjordanie avait atteint des niveaux sans précédent. C'était avant même Netanyahou. C'est-à-dire, il y a eu, je ne sais plus, en 2022, plus de morts qu'il y en avait eu depuis la seconde intifada. Il y avait le blocus de Gaza. Et après, brusquement, tout le monde se dit, mais c'est extraordinaire, pourquoi il se passe quelque chose? Et moi, je le traduis comme ça, c'est-à-dire que quand les Palestiniens meurent, la situation est calme, et quand un Israélien meurt, enfin, pour les Européens, c'est une catastrophe.
En fait, le problème, c'est qu'on est dans 50 ans de catastrophe. Alors, il faut parler du 7 octobre. Qu'est-ce qui se passe le 7 octobre? Moi, je ne pense pas que le Hamas a attaqué pour tuer les Juifs. Il avait des objectifs politiques, militaires, je vais en parler, et il a commis des crimes de guerre, si je peux le résumer comme ça. Quels étaient les objectifs politiques du Hamas? Le Hamas les a dit, on l'a publié dans l'analyse du discours d'Ismaël Haniyeh, qui était l'ancien Premier ministre du Hamas, qui a intervenu au matin du 7 octobre. Il dit, nous voulons riposter aux attaques israéliennes contre la mosquée de Jérusalem, contre Al-Aqsa, etc., contre la répression que les Palestiniens subissent, et contre le blocus. Deux, nous voulons montrer à Israël qu'il n'est pas invincible. Et trois, nous voulons stopper la normalisation entre Israël et certains pays arabes, notamment l'Arabie saoudite. Et quatre, nous voulons remettre la question palestinienne au centre du jeu. Et ils ont réussi. Je vais dire, avec des crimes, je vais revenir après sur les crimes. Mais ils ont réussi. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont porté un coup, d'ailleurs, la société israélienne traumatisée. Elle n'est pas seulement traumatisée par les crimes qui ont été commis, elle est traumatisée parce que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, Israël est mis en cause sur son propre territoire. Deuxièmement, ils ont militairement, c'est-à-dire, il y a eu en tout 1200 personnes qui ont été tuées, il y a eu 500 militaires et policiers. Ce n'était pas seulement une opération dans laquelle on a tué des civils. Et ils ont cassé, c'est-à-dire, bon, ça reste un mystère encore comment la défense israélienne a pu s'effondrer de cette manière, mais elle s'est effondrée. Donc, il y a un succès qui est repris. Les négociations entre Israël et l'Arabie saoudite sont stoppées. Et puis, tout le monde parle aujourd'hui de la solution à deux États, alors que ça faisait 10 ans que personne n'en parlait, notamment dans notre gouvernement. C'est-à-dire aujourd'hui, on a fait une interview pour Orient 21 de Fabien Roussel, où il parle de la réunion qui a eu lieu en septembre 2023. Vous savez, comme à son habitude, le président a voulu réunir tous les partis politiques pour discuter. Et Roussel cite Macron en disant, Macron dit, c'est fini, c'est une question secondaire maintenant. Tout le monde est convaincu que c'est une question secondaire, la Palestine. Enfin, tout le monde. En Europe, les responsables sont contents. C'est bon, regardez, il y a la paix entre Israël et les pays arabes, tout va bien se passer, etc. Bon, que la Palestine disparaisse. On ne dit pas que c'est bien, parce qu'on ne peut pas le dire, mais finalement, ce n'est pas très important. Et puis, le réveil est brutal, et le réveil est extrêmement brutal. Sur les crimes qui ont été commis, ils sont incontestables, je veux dire, on ne va pas négocier. Ça veut dire discuter. Mais je voudrais apporter quand même un éclaircissement, c'est-à-dire l'opération a été assez étrange, c'est-à-dire que il y a eu une première vague de combattants du Hamas, je ne sais pas, je ne me rappelle plus le nom, c'était 800, extrêmement bien organisé. Si vous voulez regarder le meilleur reportage sur le 7 octobre, c'est le reportage fait par Jazeera en anglais, si vous lisez ici. Mais je pense qu'il existe avec des sous-titres français, qui raconte vraiment comment ça s'est passé, sans du tout dissimuler ni les crimes, etc. Mais sur la manière dont c'est organisé. Donc, il y a une première vague qui casse les défenses israéliennes. Et puis, on apprend à Gaza, c'est tout petit, c'est tout près, que c'est ouvert et des milliers de civils palestiniens envahissent le territoire. Je ne dis pas que c'est eux seuls qui ont commis des crimes, mais ils ont commis des crimes aussi. Ils ont pris des otages. Le Hamas ne voulait pas autant d'otages parce qu'il connaissait l'ampleur de la riposte israélienne et pensait que gérer les 250 otages, ce serait. Mais les gens ont pris des otages parce qu'ils ont tous de la famille en prison. Donc, et qu'ils peuvent échanger. Et puis, il y avait une vraie rage et une vraie, enfin, on peut dire, une forme, on peut dire, de barbarie, ou je dirais comment dire, dans le livre, je raconte cette anecdote parce qu'elle permet de comprendre
Gaza, c'est une population qui vit depuis 15 ans sous blocus, où un jeune ne peut pratiquement pas sortir d'un territoire où tous les produits sont rationnés par Israël, des fois le chocolat, on ne sait pas pourquoi, etc. Et il y a une rage contre les Israéliens. Et ils ne font pas la différence entre les civils et les militaires, etc., etc. Et il y a des images où on voit des Palestiniens tirer sur des civils en disant ça c'est pour mon frère, ça c'est pour mon oncle. En sens, mon frère a été tué, mon oncle a été tué. Mais pour comprendre quand même, encore une fois, ça n'est pas justifiable, mais c'est explicable. Et en travaillant sur le livre, j'ai découvert un épisode que j'avais oublié. C'est, comme j'ai dit, en 1956, donc avant la guerre de Suez, Gaza était sous contrôle égyptien. Et il y avait, Gaza, il y avait, je sais pas, les 2 tiers de la population de Gaza, c'était des réfugiés. Et un, des, un jeune d'un kibbutz est enlevé, horriblement torturé et tué par les Palestiniens. Et Moshe Dayan, qui est, pour ceux qui sont de ma génération, savent que c'est un des plus grands, plus importants dirigeants militaires israéliens, il a été chef d'état-major, il a été ministre de la Défense, etc., est chargé de prononcer le logis du jeune du kibbutz. C'est un des kibbutz qui a été attaqué récemment. Et il leur dit, mais il faut que vous compreniez, ces gens qui vous attaquent, c'est les gens dont vous avez pris les terres. Vous êtes installés là, ils sont réfugiés, et ils regardent à travers les grilles et ils vous voient cultiver leurs terres. Et chez Dayan, c'était tout sauf un mou. Et c'était quelqu'un qui avait conscience quand même, au moins conscience que, ce qui était d'ailleurs le cas de David Ben Gourion, le, le fondateur de l'État d'Israël, c'était que oui, on a commis une injustice et ils ne nous le pardonneront jamais. Et la seule solution, c'est la force. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas ce discours hypocrite de dire ah, mais on ne comprend pas pourquoi ils nous attaquent. Non, ils attaquent parce qu'il y a des raisons pour attaquer. Ça m'amène à un mot sur le terrorisme, parce que c'est évidemment dans les débats quelque chose d'important. Moi, j'ai dit de manière provocatrice le terrorisme, je ne sais pas ce que c'est. Je dis, je ne sais pas ce que c'est une organisation terroriste. C'est-à-dire, une organisation terroriste, je sais ce que c'est une organisation communiste, une organisation fasciste, une organisation nazie. Il y a une idéologie, un projet, etc. Personne ne fait du terrorisme une idéologie. Dire, j'utilise le terrorisme pour le terrorisme. Il y a en général des objectifs politiques. Et en utilisant le terme terrorisme, on crée l'impression qu'on lutte contre le mal. Et contre le mal, il n'y a pas de victoire. On nous entraîne dans une guerre de civilisation sans fin. Si vous voulez éradiquer le mal, je dis, bon, bonjour. Hein, c'est de dire nos ennemis n'ont pas de cause politique. Ils sont méchants, ils sont profondément méchants. Donc, alors, on peut accepter, bon, je l'accepte, c'est de dire, il y a des actions terroristes dans le sens des actions qui tuent des civils. Mais si on fait ça, bon, comme je dis, si le Hamas est une organisation terroriste, Israël est un État terroriste. Ils ont tué bien plus de civils que les Palestiniens depuis les années 60. Donc, euh, on peut, à juste titre, dire les attaques contre les civils, personne ne peut les justifier, je ne sais pas. Mais il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, les responsabilités des morts des civils dans toutes les guerres, en général, c'est les États, ce n'est pas les mouvements non étatiques. Et puis, bon, il faut aussi savoir que tous les mouvements de libération nationale qui ont mené la lutte armée ont utilisé, à des degrés plus ou moins grands, le terrorisme. Je raconte dans le livre, c'est un lecteur un lecteur algérien qui a attiré mon attention, que j'avais oublié, de ce qui s'est passé à Constantine en août 1955, qui est en fait le vrai début de la guerre d'Algérie. Donc, 1er novembre, il y a des actions, mais en fait, le FLN est très mal organisé, il y a une pression énorme de l'armée, ils sont sous le coup de. Enfin, ils ont peur d'être démantelés. Ils demandent au FLN de Constantine de mener une action. Donc, le FLN de Constantine organise une action qui est assez intéressante parce qu'elle est à la fois les sections du FLN et ils mobilisent la population. Et ils vont attaquer avec
avec un certain nombre de succès militaires, ils prennent un certain nombre de postes, etc. Et puis il va y avoir des crimes, dont là, contrairement à Gaza, où il n'y a eu aucun enfant qui a été égorgé, aucune femme éventrée, aucun rescapé de l'Holocauste, enfin tout ce qu'on nous a raconté qui était des mensonges absolus. Il y a là des crimes, dont un qui est particulièrement horrible, c'est 8 enfants qui sont pris ensemble et qui sont égorgés. Voilà. Personne ne peut évidemment justifier ça. Mais on ne peut pas en parler en dehors du contexte algérien, qui était celui d'une colonisation qui durait depuis 120 ans, avec une haine qui s'était inscrite dans le cœur et qui aboutit à des choses. C'est-à-dire, la colonisation, c'est rendre tout le monde barbare, les colons et les colonisés. Voilà, c'était bon. Donc il y a eu cet épisode et le FLN algérien, on le sait, a utilisé l'arme du terrorisme au sens de mettre, vous savez, les bombes dans les couffins et faire sauter dans les cafés européens. Et comme disait Larbi Mehdi, qui était un des cadres du FLN qui a été arrêté, il dit, écoutez, moi je vous donne mes couffins et mes bombes, vous me donnez vos mirages. C'est-à-dire, les guerres de libération sont des guerres particulièrement déséquilibrées. Donc on peut toujours demander aux faibles de faire des efforts, mais c'est absurde. Même l'ANC sud-africaine, malgré toute l'image qu'on en a aujourd'hui, a utilisé aussi des fois des bombes contre des civils dans des quartiers civils, etc. Donc, je pense qu'il faut compter, enfin vraiment éviter ce terme terrorisme, sinon que pour dire bon, des attaques contre les civils, parce que ça, aujourd'hui, on veut faire finalement transformer les Palestiniens et bon, le Hamas, mais on voit bien qu'Israël ne fait pas la différence entre le Hamas et la population palestinienne, en une espèce d'ennemi existentiel, en représentant des barbares, comme tous les colonisateurs l'ont fait. C'est-à-dire, c'est pas Israël qui a fait ça. Je dirais. Quand vous lisez les documents français sur les Algériens au moment de la colonisation sur l'Afrique, c'est évident que pour les Européens, c'est des barbares et que donc ce qu'on leur fait est justifié par principe presque. Donc, Gaza, il y a eu tous ces éléments-là, et il y a eu aussi, donc, comme j'ai dit, une extraordinaire campagne des premiers jours qui était des mensonges absolus et qui a justifié, j'ai utilisé la formule dans le livre, un génocide d'atmosphère, qui a créé une atmosphère de justification du génocide en Israël et en France. C'est-à-dire à partir du moment où vous dites qu'il y a eu 40 bébés égorgés, qu'on a mis des bébés dans les fours, etc., évidemment, la réaction normale, c'est de dire, attendez, c'est vraiment des barbares, il faut les examiner. C'était des mensonges. Et c'est des mensonges délibérés qui ont été reproduits qui ont été propagés par les Israéliens et repris sans grande distance par la presse française et les médias français. Alors bon, il y a eu d'autres sons de cloche, heureusement, mais les premières semaines, c'était impossible d'aller sans que on vous somme de dire est-ce que le Hamas était une organisation terroriste, et si vous aviez le malheur d'émettre la moindre réserve, vous étiez un complice du terrorisme. Et moi, en tous les cas, c'est une des choses qui, bon, j'ai beaucoup parlé, là je vais arrêter pour qu'on puisse discuter, mais une des choses qui me frappe aujourd'hui, et comme je dis, c'est le privilège de l'âge. En fait, j'ai suivi tous ces conflits depuis 1967. Jamais on a vécu une situation comme ça en France de criminalisation du mouvement de solidarité avec les Palestiniens. C'est-à-dire, c'est des centaines de gens qui sont convoqués par la police pour apologie du terrorisme. On trouve maintenant normal qu'on fasse entrer la police à l'université. Moi, j'étais étudiant en 68, la police à la Sorbonne, ça a provoqué 68. Et tout ça est considéré comme normal. Et il y a des lois liberticides, alors elles n'ont pas commencé avec ça, mais elles s'accentuent maintenant. Et je pense que c'est un des éléments inquiétants. J'arrête avec une dernière chose qui est pour moi très importante, c'est que au-delà de ce qui se joue à Gaza en termes d'avenir des Palestiniens, d'avenir des Israéliens, etc., il se joue à Gaza quelque chose de, enfin pas plus important, il n'y a rien de plus important que la vie des centaines de milliers de gens qui vivent sous les bombes. Il se vit à Gaza comment dire, l'avenir des relations internationales et l'avenir du monde que nous allons construire.
C'est-à-dire, ça a commencé un peu avec le 11 septembre 2001 le début de la guerre contre le terrorisme, mais après les échecs américains en Irak et en Afghanistan, on est un peu revenu. Et là, on revient là-dessus, c'est-à-dire que de plus en plus, les Occidentaux sont convaincus qu'ils sont dans une guerre mondiale contre le terrorisme islamique, les musulmans, je ne sais pas qui, et qu'il y a une solidarité des Occidentaux et qu'on se bat contre la barbarie. Et ça, c'est vraiment une rupture avec la politique française. Enfin, depuis 15 ans, elle a commencé en route depuis Sarkozy, avec la politique traditionnelle française qui était alliée au camp occidental et aux Américains. Ils n'ont jamais été anti-américains, mais en même temps qui essayait de faire entendre une autre voix. Or, le fait qu'il n'y ait pas d'autre voix en Occident étatique qui s'élève contre ce qui se passe à Gaza amène une vraie rupture entre ce qu'on appelle le Sud global et le reste et le monde occidental. C'est-à-dire, en gros, vous vous réclamez de valeurs universelles du droit international, etc., mais en fait, vous les piétinez dès qu'il s'agit de vos intérêts. Et pour la France, moi, réellement, ça m'inquiète sur l'avenir des relations de la France et du Maghreb. C'est-à-dire, en Afrique francophone, on s'est fait mettre dehors avec perte et fracas. Aujourd'hui, je ne sais pas si, j'imagine certains d'entre vous, parce qu'en France, tout le monde a des connaissances au Maghreb, parce qu'il y a des relations, etc. Moi, je suis frappé, tous les gens qu'on rencontre, sur tous les chiquiers politiques du Maghreb, c'est-à-dire des islamistes, des salafistes, des frères musulmans, des démocrates, des communistes, des socialistes, sont dans un rejet massif de la France. En plus, parce qu'ils regardent les télévisions françaises et qu'ils disent si c'est ça la liberté de la presse, on en veut. Et vraiment, on est en train de créer un fossé qui me semble d'autant plus dangereux, qui s'accompagne d'un fossé qu'on crée à l'intérieur entre la population blanche et les musulmans. Et je vous invite à lire le livre qui vient de sortir qui s'appelle La France, je l'aime mais je la quitte, parce que c'était avant Gaza, évidemment. C'est des milliers de cadres qui sont d'une certaine manière, comment dire, l'exemple de la réussite du modèle républicain. C'est-à-dire, ils ont suivi les écoles, ils ont fait les grandes écoles, ils sont devenus ça, et ils disent, mais on ne peut pas vivre dans ce pays. On ne peut pas vivre parce qu'on est toujours renvoyé à son origine, que vous soyez pratiquant ou non. C'est-à-dire, et si vous n'êtes pas pratiquant, c'est peut-être que parce que vous voulez cacher votre chose, mais si vous appelez Mohamed et Fatima, et tous, c'est des cadres supérieurs. Et où ils vont, ces gens? Ils ne vont pas comme c'était le cas dans les années 80, où il y avait des gens qui allaient dans les pays musulmans parce qu'ils voulaient vivre. Ils vont aux États-Unis, ils vont au Royaume-Uni, etc. Et ça, c'est une particularité française qui est extrêmement inquiétante. Voilà, je m'excuse, j'ai été très long. Et voilà. Merci Alain. Bon, un moment de silence. Je voudrais juste, je vais donner la parole, mais je voulais juste rappeler à propos du 6 octobre, ce que tu as dit. C'est Charles Anderlin qui avait écrit en septembre 2023 un petit opuscule qui s'appelait, on ne peut pas lui reprocher d'être pro-arabe, israélien pur jus. Il avait écrit un petit opuscule qui s'appelait Israël, un pays, une démocratie à l'agonie. Donc, je rappelle ça parce que c'était un débat qui existait à ce moment-là pour une partie des Israéliens et en Israël, et qui a complètement disparu ensuite. Georges. Alors, très brièvement, je vous conseille de lire un livre concernant Israël, qui est pour moi le meilleur livre qui ait jamais été écrit sur Israël, et que nous devons à un écrivain israélien qui s'appelle Abraham B. Yehoshua. Et le titre de ce livre, c'est Israël, un examen moral. Je trouve que ce livre dit 1000 fois plus que tout ce que j'entends aujourd'hui sur Israël, sur la création d'Israël. On a oublié l'affaire Dreyfus, on a oublié Herzl, qui voulait faire débarrasser les peuples, les nations d'Europe des Juifs, pour créer un État juif et montrer à ces peuples antisémites que les Juifs pouvaient vivre en paix et construire un État moderne. C'était ça, le sionisme initial. Ce n'était pas religieux du tout. Herzl lui-même n'était pas religieux. Et sachez que dans les premiers temps des kibbutz, les rabbins étaient interdits, le Shabbat n'était pas pratiqué, on mangeait du porc, on mangeait du porc.
Donc c'était un État laïque qui se voulait libérant les États européens antisémites de l'époque de la présence juive, pour que cessent ces pogroms, cessent ces exactions. Et c'est ce qu'a écrit Théodore Herzl dans son livre sur l'État juif qu'il a dit. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y a un aspect qui n'a pas été évoqué, qu'il faudrait évoquer aujourd'hui aussi, c'est au sein du monde arabe le conflit entre le chiisme et le sunnisme. Là, aujourd'hui, quand vous regardez le Hamas comme le Hezbollah, ils se sont tournés vers l'Iran. C'est l'Iran qui les soutient, avec un jeu subtil du Qatar, qui est pourtant sunnite, mais qui joue très subtilement entre le sunnisme et le chiisme. J'ai discuté, parce que j'étais à l'UNESCO, j'ai discuté avec des grands dirigeants arabes, et pas des moindres, que j'ai accueillis à la Sorbonne en particulier, et quand je leur parlais d'un État palestinien, parce que moi je suis pour un État palestinien, et j'ai milité toute ma vie pour un État palestinien équitable aux côtés de l'État israélien, parce qu'aujourd'hui c'est un fait qu'il faut accepter, quelles que soient les sensibilités qu'on a. Il y aura un État israélien et un État palestinien qui devront travailler ensemble. Mais c'est à eux de le décider. C'est à eux. La paix ne se fera pas ni par les États-Unis, ni par l'Europe. Elle se fera entre les Israéliens et les Palestiniens. Dans une vraie négociation et une restitution de territoire, bien entendu. Cette colonisation inacceptable, intolérable, doit amener à la libération de territoires et à un État palestinien fiable, capable de se développer aux côtés de l'État israélien, qu'on le veuille ou non, et qui est aujourd'hui un fait de légitimité historique. Qu'est-ce qui donne la légitimité à l'appropriation d'un territoire? Regardez un peu toute l'histoire du monde, le Tibet en particulier. Personne n'en parle plus aujourd'hui. C'est une situation, une population millénaire, avec une culture millénaire, qui aujourd'hui a totalement disparu. Alors maintenant, j'arrête, et c'est le dernier point que je voulais dire, c'est que tout ce que j'entends aujourd'hui, de Bernard-Henri Lévy à monsieur, me convainc que la théorie de Gödel, vous connaissez la théorie de Gödel? Le théorème d'incomplétude, qui démontre que quel que soit le système axiomatique que vous construisez, et quels que soient les raisonnements que vous allez évoquer pour construire votre logique, vous arriverez toujours à des situations de propositions indécidables. Indécidables. Cela a traumatisé les mathématiciens des années 1930-40, qui pensaient, eux, que grâce à la logique mathématique, tout allait être soit vrai, soit faux. Or, aujourd'hui, tout ce qui relève de cette situation terrible, atroce, pour les Palestiniens, moi, tous les matins, je me lève et je me dis, mais combien encore d'enfants sont morts dans ces bombardements? Combien de personnes sont mortes? C'est inacceptable. Mais on est, par rapport aux Israéliens, avec qui je discute, dans une situation où l'indécidabilité est le fait essentiel aujourd'hui. Qui a raison, qui a tort? Et comment construire la paix aujourd'hui? Alors, reprenez le théorème de Gödel, 1930, le théorème d'incomplétude. Il serait intéressant que les politiques, ceux qui prétendent avoir raison et apporter la raison, soient un peu plus modestes et un peu plus humbles dans la façon d'analyser cette situation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'indécidable, mathématiquement humain. Voilà. Maintenant, il faut la paix. Il faut la paix. Et comment? Qui est capable de la construire, cette paix? Dites-le moi. Aujourd'hui, les sunnites que je rencontre me disent que si le Hamas gagne, ça sera une victoire des chiites. Et ça, c'est inacceptable pour eux. À propos d'un livre, je laisse la parole. Il y avait Georges Corme qui avait écrit un bouquin très important sur le fait qu'il ne fallait pas rapporter les événements au Moyen-Orient à des événements religieux, que la religion était en quelque sorte une censure sur des événements et qu'elle paraissait l'emporter, qu'en fait, c'était pas elle qui était au fondement des conflits. Je rappelle ça parce que ce livre était très important aussi. Alors, je ne sais plus qui. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Moi, je vais commencer à ma gauche, tiens. Et puis après, j'irai à ma droite. J'ai noté. Allez-y. Vous savez, M. Alain Grèche, vous avez rappelé que des personnalités comme Gorion, comme Dayan, avaient bien mis en évidence le fait que
l'État israélien, que les Israéliens se faisaient sur un territoire occupé, sur une colonisation. Quand est-ce qu'en Israël, est-ce que vous voyez un moment dans l'histoire d'Israël récente où on a perdu cette notion? On voit monter une classe politique de plus en plus médiocre, comme dans tout l'Occident d'ailleurs. Et quand est-ce que dans la population, quand est-ce que dans la classe politique, quand est-ce que dans la classe dirigeante, on a perdu de vue, ou on a voulu oublier ou mettre sur le tapis cette notion-là? Voilà, Comme on veut. Peut-être monsieur aussi. Alors. Assez fort. Hein. Bon, j'ai une question pour toi. À propos de votre discours, c'est malgré l'horreur d'aujourd'hui, les massacres à Gaza, la colonisation et la violence en Cisjordanie qui nous n'avaient jamais été aussi importantes, est-ce que malgré tout ça, c'est possible qu'aujourd'hui ce soit la meilleure chance du peuple palestinien depuis l'arrivée des premiers colons? Parce que, monsieur vous disiez, la paix est indécidable. En pratique, la paix est indécidable, je pense, pour le peuple israélien, pour le traumatisme du 7 octobre. Mais les Palestiniens n'ont jamais été en mesure de négocier la paix. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec la résistance armée qui ne va pas tomber, contrairement à ce que disent tous les dirigeants israéliens, avec ce regain, cette internalisation du conflit, ce nouveau regain notamment pour les jeunes générations en Occident, les générations de dirigeants de demain de la cause palestinienne. Et également, là, il y a un début de révolte en Cisjordanie qui est assez important. Il y a eu les événements d'il y a 3 ans, mais là encore aujourd'hui, la population en Cisjordanie se révolte. Les Palestiniens, qui composent quand même 60% de la population jordanienne, se révoltent énormément. On voit qu'il y a des groupes qui apparaissent qui sont extrêmement véhéments à l'égard du royaume de Jordanie, chose qui était encore impossible il y a 10-15 ans. Il y a eu quelques révoltes pendant la dernière intifada, mais on avait l'impression que la cause était complètement morte. Là, il y a ce regard soudain, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de la solidarité et d'un point de vue armé. Est-ce que peut-être, malgré l'horreur, si on essaie de réfléchir à moyen terme, ça ne permet pas de donner aux Palestiniens une espèce de force de négociation? Parce que, après moi, à titre personnel, je pense que la paix et l'arrachement d'un État pour les Palestiniens, je ne parle de sunnites, de chiites, de l'internalisation du conflit, mais je pense qu'elle viendra uniquement du peuple palestinien, de toutes ces factions, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, des religieux ou non, des chrétiens et des musulmans. Donc, est-ce que malgré l'horreur, parce qu'à un moment la guerre va s'arrêter, est-ce que les Palestiniens ne peuvent pas utiliser ça comme étant leur meilleure chance pour avoir gain de cause? Est-ce que tu peux répondre peut-être à ces deux questions? Ouais. Sur la classe politique, je veux dire, en même temps, c'est-à-dire, elle était peut-être, comme en France, les classes politiques des années 50 étaient peut-être meilleures qu'aujourd'hui, mais je veux dire, la théorie de Ben Gurion et de Dayan, la conclusion qui tirait ça, c'est plus de force. C'est-à-dire, c'est les Arabes comprennent que la force. Et donc, ils appliquaient ça. Et ils ont chaque fois utilisé la force. Et il y a des déclarations très importantes. Enfin, il faut leur taper dessus jusqu'à ce qu'ils acceptent qu'ils ont perdu. Il y a des déclarations qui disent ça. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, ils sont dans un discours plus hypocrite parce qu'ils ne prennent pas en compte la réalité du fait que les Palestiniens refusent ça. Et le grand échec, finalement, Israël, c'est une grande victoire. Et le grand échec, c'est qu'ils n'ont pas réussi à convaincre les Palestiniens. Moi, je ne crois pas du tout que si on laisse les Israéliens et les Palestiniens face à face, il y aura une solution. Les accords d'Oslo l'ont montré. C'est-à-dire, on les a laissés face à face. Pourquoi les Israéliens feraient des concessions? Je veux dire, on est dans une situation... Mais vous savez, les Français en Algérie, ils seraient toujours en Algérie s'ils n'avaient pas perdu militairement. S'il n'y avait pas eu des pressions militaires, ce n'était pas du tout que le peuple français a brusquement dit « Ah, ce serait bien qu'il y ait une Algérie indépendante ». Donc, il y a quand même un rapport de force qui est tellement différent. Je ne sais pas quelles sont aujourd'hui les perspectives les perspectives de paix. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, on n'est pas dans cette chose. Mais là où vous avez raison, c'est-à-dire, si on veut voir les choses de manière optimiste, c'est de dire le Hamas a fait la démonstration que la sécurité ne peut pas exister tant qu'on sera avec une occupation des Palestiniens. Est-ce que ça va déboucher sur une radicalisation des Israéliens à droite, ce qui est le cas quand même, je veux dire, excusez-moi, mais depuis 10 ans, la politique israélienne va dans la droite et avec des partis fascistes, vraiment, c'est-à-dire Ben Gvir, Smotrich, c'est vraiment des
des suprémacistes juifs, on ne peut pas les qualifier autrement. Et c'est eux qui ont le vent en poupe. Et il n'y a pas de force contre eux, c'est pas vrai. Et les grands mouvements qu'il y a eu contre Netanyahou, attendez, c'était pour protéger la Cour suprême, qui est une Cour suprême qui protège les Juifs, mais pas les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a, comment dire, légalisé toutes les confiscations de terres à Jérusalem, enfin les confiscations d'habitations à Jérusalem, etc. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs, une des choses qu'on n'a pas dites, c'est qu'un des problèmes à Gaza, parce qu'il y a toujours des débats sur qu'est-ce qui s'est passé réellement, c'est qu'Israël interdit les journalistes à Gaza. Et les journalistes de Jérusalem ont fait une demande auprès de la Cour suprême. La Cour suprême a dit non, c'est la sécurité d'Israël avant tout, vous n'avez pas à aller là-bas. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, moi d'une certaine manière, là où je suis d'accord, c'est que, comme j'ai dit, avec 7,5 millions de juifs israéliens et 7 millions de Palestiniens, il n'y a pas d'autre solution que de s'entendre. Mais maintenant, je veux dire, il ne suffit pas de le répondre. Aujourd'hui, je ne vois pas de solution parce que le front israélien n'a jamais été aussi solide anti-palestinien. Et bon, est-ce qu'il va y avoir un choc suffisamment après ce qui s'est passé en Palestine? En plus, la réalité, c'est que les directions palestiniennes sont divisées, d'abord entre le Hamas et l'autorité palestinienne, qui est de toute façon maintenant considérée par 95% des Palestiniens comme des collaborateurs, et que malheureusement, il y a des fois des gens qui disent « Ah, mais pourquoi les Palestiniens n'utilisent pas la non-violence ?» Mais le principal représentant de la non-violence, il est en prison. C'est-à-dire, brandir un drapeau palestinien, c'est de la violence pour Israël. Donc, il y a effectivement une impasse qui repose sur les Palestiniens. Maintenant, il y a aussi une capacité de résistance des Palestiniens qui font qu'on peut espérer qu'à un moment, les gens se disent on en a marre. Et c'est vrai qu'en Israël, on a fait un reportage pour Orient 21, dont le titre c'est Est-ce qu'il y a un avenir pour Israël? C'est des questions que posent les Israéliens eux-mêmes. Il y a des queues devant les ambassades pour obtenir il y a un deuxième passeport. Il y a la moitié des Israéliens qui ont une double nationalité. Donc il y a une espèce d'incertitude comme ça. Mais on ne voit pas de dirigeants capables de transformer ça en une espèce comment dire, de moment Mandela en Afrique du Sud en disant il faut qu'on y arrive. En plus, quand on parle de la colonisation, c'est tout le territoire palestinien qui est enserré aujourd'hui dans un réseau de routes et de colonies. Et il n'y a aucun gouvernement israélien, en tous les cas à échéance logique, enfin à échéance possible, qui peut dire, il y a aujourd'hui, j'ai dit 800 000, je crois, entre Jérusalem et... Il n'y a aucun gouvernement israélien qui peut dire on va expulser ne serait-ce que 200 000. Il n'y a pas les 800 000, puisqu'il peut y avoir des partages de territoires, etc. Je crois que ça, c'est... Voilà, on est dans une impasse, et c'est pour ça que je pense, comme j'ai dit, les pressions de l'extérieur ne peuvent avoir de sens que si elles sont relayées à l'intérieur. Mais aujourd'hui, Israël dispose d'un tel, comment dire, feu vert américain total. Je veux dire, malgré tout ce qu'il dit sur on va arrêter un peu les armes ou Biden n'est pas content, etc. Si les Américains décident 24 heures d'arrêter de livrer des armes, Israël est obligé d'arrêter la guerre. Donc, il y a ça. Et puis, la couverture donnée par la plupart des pays européens, y compris la France. Je veux dire, la France dit c'est pas bien ce que vous faites à Rafah. La France n'a pris aucune mesure concrète pour arrêter la guerre. Or, s'il n'y a pas de mesure concrète, pourquoi les Israéliens arrêter? On peut croire à la bonté des êtres humains, et moi je le crois plutôt, mais pas à la bonté des politiques et pas à la bonté des militaires. Ils ont des objectifs et ils essayent de les remplir. Quelle solution? Oui, bien sûr. Je laisse vers les questions, hein, on reviendra. Oui, oui, mais je fais le tour comme ça. J'ai dit, je commence à gauche et je vais vers la droite. C'est pas politique. Hein. Ça, tu finiras. Je voulais simplement vous poser une question concernant un livre qui a été l'édition Libertalia il y a un an, qui reprenait un essai que Yasser Arafat avait écrit avec une équipe dirigeante du Fatah en 71, qui parlait d'une solution, à un État, c'est-à-dire un État binational, 100% laïque, et qui a été pendant longtemps, en tout cas dans la scène française et occidentale en général, une solution portée par certains penseurs, certains chercheurs, certains professeurs,
et qui a aujourd'hui complètement disparu. Ma question n'est pas comment on peut l'expliquer, parce que ça s'explique facilement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que la disparition de cette opinion du spectre médiatique occidental est aussi un frein complet pour la paix, en tout cas à la perspective d'une paix moins proche? Peut-être une ou deux autres questions. Bah, tiens. Bon, alors là d'abord. Et puis Oui, je suis impressionné par le poids du christianisme sioniste aux États-Unis, et je me demande dans quelle mesure, compte tenu du poids électoral, entre autres, plus financier, plus, etc., dans quelle mesure un dirigeant américain, quel qu'il soit, le démocrate ou le républicain, est capable d'aller à l'encontre de ce mouvement. Allez, Alain Cohen. Oui, alors je voudrais revenir sur un point d'histoire d'un pays dans lequel j'ai vécu, à savoir l'Algérie. L'antisémitisme arabe contre les juifs donc, était une réalité. Moi, je me rappelle des mots arabes qui étaient prononcés dans ma propre famille, où on disait Hachek Redé. Ça veut dire juif moins que rien. Il faut quand même rappeler ça. Hein. Bon, ensuite, bon, il y a eu un malentendu, je fais un point d'histoire, bon, c'est pas le Moyen-Orient, moi je ne connais pas le Moyen-Orient, mais je parle de ce que j'ai connu. Ensuite, la communauté juive a basculé, c'est vrai, du côté de la France, à la faveur de la guerre, bien sûr. On a dit, oh, il faut choisir son camp, et c'est ce qui s'est passé. Donc la communauté juive, en majorité, a basculé du côté de la France, et ce qui a valu, qui a entraîné une hostilité ensuite des Arabes, enfin du FLN, par rapport à la communauté juive, en disant, bon, puisque c'est comme ça, ben, vous ne pouvez plus rester dans ce pays, ça revient à ça, vous ne pouvez plus rester dans ce pays, et d'ailleurs, je peux vous dire que le légitimisme a joué, et à ce moment-là, les Juifs d'Algérie, en grande majorité, ont quitté l'Algérie, n'ont pas été en Israël, ils ont été, la plupart, enfin, ça a été une énorme majorité, qui est d'ailleurs, cette communauté s'est parfaitement adaptée. Voilà ce que je voulais dire. Excuse-moi, mais n'oublions pas les désastres de la loi Crémieux. Ah, elle a fait beaucoup de mal. Elle a fait beaucoup de mal. Et les Juifs ont eu tort d'accepter la nationalité qui leur était offerte, au détriment de leurs frères musulmans. Moi, si j'avais été à cette époque, j'aurais refusé, je crois. J'espère. Le texte dont vous parlez, la Révolution palestinienne et les Juifs, c'est moi qui l'ai préfacé aux éditions Orient 21 et Libertalia. C'était, si vous voulez, après 67 et le développement des mouvements de Fedayeen, il y a d'abord, on vit une période révolutionnaire, c'est-à-dire le pouvoir est au bout du fusil, il y a le Vietnam, il y a l'Amérique latine, le fond de l'air est rouge, et il y a une espèce d'utopie révolutionnaire comme ça qui se crée. Et les Palestiniens rentrent dans cette idée de la lutte armée comme un instrument de libération, mais en même temps, ils commencent à se lier à la gauche européenne. Et c'est d'ailleurs à Paris qu'ils vont se rendre compte que les Juifs, ce n'est pas forcément des pro-israéliens, que la question juive est compliquée. Ils vont faire cette proposition qui était l'idée de, oui, nous allons, qui était un peu, si on peut dire, ce que va être la proposition de l'ANC sud-africaine dans les années 70. Vous savez, au départ, dans le mouvement noir sud-africain, il y a deux tendances. Il y a le pouvoir noir, qui est la plus importante avant l'ANC, qui dit en fait il faut se débarrasser il faut que les Noirs prennent le pouvoir. Et puis l'ANC va développer une politique qui est de dire on veut une nation arc-en-ciel où il n'y ait pas de différence entre les Blancs, les Noirs, les Métis, etc. Et d'une certaine manière, tout ça va contribuer à avancer cette idée qui est bon, évidemment très utopique, d'un État où musulmans, juifs et chrétiens vont vivre côte à côte. Il n'y a jamais eu le terme laïque, ça c'est un truc qui a été, à mon avis, inventé après, mais bon, c'était effectivement une possibilité. Ce que disent les Palestiniens, enfin ce qu'a dit Arafat après, il a dit, nous avons fait cette proposition, elle a été rejetée, et
c'est à ce moment que nous avons été petit à petit vers l'acceptation d'un double État, de deux États et du partage, qui est aussi une vieille idée. Mais aujourd'hui, c'est une idée qui revient, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'essayer de trouver une solution dans un cadre qui ne soit pas étatique. Comment dire? De toute façon, c'est pratiquement impossible de diviser le territoire maintenant. C'est-à-dire, on est dans une situation où tracer des frontières, je veux dire, c'est impossible avec, comme j'ai dit, les colonisations, etc., les colonies, etc. Donc, quelle solution politique? Moi, réellement, je dis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de perspective politique. Il faut pas, et que enfin, il y a deux perspectives pour moi en tous les cas. Un, c'est l'arrêt de la guerre, et deux, c'est de se battre pour l'égalité. C'est-à-dire, un des problèmes qui fait qu'aujourd'hui on peut parler de situation d'apartheid, c'est que sur le même territoire historique de la Palestine vivent deux populations et que vous pouvez vivre à 10 mètres de quelqu'un et ne pas dépendre des mêmes lois et de ne pas dépendre des mêmes. Voilà. Mais pour reconstruire une perspective politique, d'abord, effectivement, je suis d'accord, c'est qu'en dernier instance, c'est les Israéliens et les Palestiniens qui décideront. Mais cette idée de les laisser seuls face à face, se dire, c'est ce qu'on a fait au moment des accords d'Oslo. Non seulement on a fait ça, mais chaque fois qu'il y avait une crise dans les négociations, on a fait pression sur les Palestiniens pour qu'ils cèdent. Pas forcément par sympathie pour Israël, mais parce que c'était plus facile de faire pression sur les Palestiniens que sur les Israéliens. Voilà. Donc, c'est vrai qu'à court terme, je n'ai pas de solution, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Moi, je pense que le gouvernement français, comme je l'ai dit, a une responsabilité importante et qui doit prendre ses responsabilités pour. Je pense aujourd'hui, la vraie question qui est nécessaire, c'est les sanctions. Je pense qu'on ne s'en sortira pas autrement. Et contrairement à ce qu'on dit, Israël s'est jamais aux sanctions. On a encore entendu Netanyahou dire nous pouvons nous mettre tout seuls, et ça, c'est du pipeau. C'est-à-dire, non seulement ils ne peuvent pas se battre sur les Américains, mais ils peuvent pas. C'est-à-dire, si l'Union européenne, qui est le principal partenaire commercial d'Israël, prenait des décisions, ça aurait des conséquences. Au moment de la première intifada, quand Israël a fermé l'université de Birzeit, les Européens ont décidé de suspendre la coopération universitaire. En une semaine, c'était rouvert. Aujourd'hui, si l'Union européenne, la coopération universitaire est immense entre les pays, entre les universités européennes et israéliennes. Si c'était suspendu, c'est-à-dire ça a des conséquences très importantes. Sur le christianisme sioniste, vous avez raison, c'est-à-dire il joue un rôle très, très important et disons, quand on parle du lobby pro-israélien, souvent les gens disent c'est le lobby juif, etc. Et il y a une partie de la communauté juive organisée, l'AIPAC, etc. Mais les troupes essentielles, c'est les chrétiens sionistes. Et il faut, ça amène une chose qui est quand même étonnante, c'est-à-dire ces chrétiens sionistes, c'est des antisémites. C'est des gens qui prétendent qu'il faut regrouper les juifs sur la terre de Palestine pour permettre au Messie de venir et il va soit les convertir au christianisme, soit les exterminer. C'est quand même un truc extraordinaire, je veux dire. Et on a vu d'ailleurs dans l'entourage de Trump, c'est des gens qui sont ouvertement antisémites. Et je veux dire, aujourd'hui, une des choses qu'il faut quand même remarquer, je n'en ai pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, en France, pas en France, en Europe, les mouvements d'extrême droite, et ça c'est nouveau, c'est par rapport aux années 50, ils soutiennent Israël. Non pas parce qu'ils ont arrêté d'être antisémites, à mon avis, le Rassemblement national le reste, etc., mais parce que les musulmans, finissons-en avec les musulmans et après on s'occupera des juifs. Non, mais le plus grave, c'est que Israël, aujourd'hui, a forgé cette alliance. C'est-à-dire avec, par exemple, les relations entre Netanyahou et Orban, ou Netanyahou avec l'ancien pouvoir polonais qui mettait en cause le fait que les Polonais avaient participé à la Shoah. Je dirais, vous pouvez être aussi antisémite que vous voulez, du moment que vous soutenez Israël, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment inquiétant parce qu'aujourd'hui, on est dans la confusion totale des valeurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, pratiquement pour Israël, tout le monde est antisémite. Les Nations Unies, la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale, Amnesty International, etc. Mais je veux dire, c'est pas seulement, ça peut faire sourire, mais c'est grave parce que l'antisémitisme reste en France et en Europe. Il reste ancré et qui peut ressurgir et que en créant une espèce de confusion où tout le monde devient antisémite, on n'est plus contre l'antisémitisme.
Sur la question des Arabes et des Arabes, des Juifs, enfin des Juifs, etc. Dans le monde arabe, c'est une question compliquée. Je ne dis pas que la situation. Moi, je connais plus le Proche-Orient que l'Afrique du Nord, mais c'est vrai que le décret Crémieux, c'est-à-dire, et c'était délibéré, c'est-à-dire ça a créé pour la France a délibérément créé des Juifs qui étaient arabes, je veux dire, qui étaient de culture arabe, qui parlaient arabe. Elle en a fait des Français qui se sont, à quelques exceptions près, comme Henri Alleg ou comment il s'appelait, le mathématicien qui a été exécuté, enfin bon, qui était du Parti communiste algérien, était. Pardon? Odin, oui, oui, voilà, Odin. Non, non, pardon. Mais il y avait plusieurs, dans le Parti communiste algérien, il y avait un certain nombre de juifs qui ont fait ça, mais la plupart ont effectivement choisi. Gilles Perrault, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Un homme à part, qui raconte l'histoire d'Henri Curiel, il dit, il parle des juifs égyptiens, il dit le développement du mouvement sioniste signait l'arrêt de mort des juifs égyptiens. Et c'était évident, c'est-à-dire, alors, les juifs égyptiens, c'était très particulier. Par exemple, les juifs irakiens, c'était vraiment des Arabes. Les juifs yéménites, c'était vraiment des Arabes. Les juifs égyptiens étaient beaucoup plus mêlés. C'est-à-dire, il y avait qui étaient vraiment arabes en sens de culture arabe et d'autres de culture européenne, etc. Mais à partir du moment où vous êtes dans une situation de guerre, vous faites comment? Je raconte toujours, moi j'ai un de mes amis aujourd'hui décédé qui était un des rares juifs communistes qui a décidé de rester en Égypte et qui était un nationaliste égyptien, il voulait défendre son pays. Alors, au moment de la crise de 67, en mars, il va à l'armée, il dit je veux m'engager pour défendre l'Égypte face à Israël. On leur envoie les autres tu plaisantes et ça. Le 5 juin 67 à l'aube, il est arrêté comme sioniste. Et il va passer plusieurs semaines en prison, etc. Donc c'est une situation impossible pour eux, je veux dire. Et lui, il a fait preuve d'un courage remarquable, mais je comprends les gens qui ont dit, bon, enfin en Égypte, ils ont été aussi plutôt en France qu'en Israël, mais bon, ça rendait la situation des Juifs invivables. Mais il y a, comme je l'ai dit à un moment, il y a un antisémitisme religieux, je veux dire, dans l'islam comme il y en a dans le christianisme. Mais en fait, ce qui a cristallisé les attaques contre les juifs, ça a été Israël, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comment faire la différence entre un juif et un israélien? C'est-à-dire, alors qu'Israël dit nous représentons les juifs du monde. C'est Israël, moi, ma mère est juive, donc je suis juif du point de vue israélien, mais je ne me sens pas représenté par Israël. Donc il y a quand même une confusion qui est terrible y compris qui peut être terrible pour les juifs eux-mêmes. Michel Cabirol. Bonsoir. Donc effectivement, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de recherche et effectivement d'expression autour de cet État unique, parce que notre ami Jean-Jacques Pascal, qui n'est pas là ce soir, mais qui a eu, pour ceux qui ne savent pas, il a été quand même directeur de la DGSE à un moment donné, il nous avait fait une conférence il y a déjà une quinzaine d'années, montrant avec des cartes que tout est tellement imbriqué. Et d'ailleurs, récemment, j'étais en Jordanie sur le Jourdain. Donc c'est la Palestine de l'autre côté, il y avait un grand poste, un grand bunker avec le drapeau israélien. Donc ce n'est pas possible, les 800 000 personnes qui sont là ne peuvent pas être expulsées. On a vu le mal que Sharon a eu pour expulser, je ne sais plus, peut-être 4 000 Israéliens qui étaient sur la bande de Gaza. Donc je crois que là, effectivement, il y a de la recherche, ça peut sembler un peu académique par rapport à l'urgence, mais c'est aussi quelque chose qui me semble être important. La référence à Mandela est belle. Je ne sais pas si effectivement il y aura des gens qui auront la capacité de faire ça, parce que quand même en stratégie, c'est quand on est fort qu'il faut faire des concessions. Et c'est ça qu'Israël a oublié, c'est qu'à certains moments, ils auraient pu faire des concessions, avoir la paix avec des concessions limitées, et on n'en serait pas là à l'heure actuelle. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, vous avez fait un exposé très brillant historique et de haut niveau. Moi, je vais essayer de revenir sur ce qui se passe sur le terrain et modestement, parce que j'ai peu de lien avec cette région, ce que j'ai vu à la télé, j'ai vu des reportages à Haïfa, par exemple,
où on voit, alors il paraît que c'est un microcosme, vous savez, on l'a dit, mais on voit des Israéliens juifs et arabes, enfin des Israéliens qui ne sont pas juifs et qui sont chrétiens, ou etc. Et tous ce petit monde vivait ensemble. J'avais vu un autre reportage aussi, où il y avait un dirigeant d'entreprise israélienne qui avait à peu près 25 employés qui disait, mais moi, il y en a certains qui sont palestiniens, d'autres qui sont israéliens, mais ils ont le même salaire. Voilà. Donc, il y avait des villages où il y avait cette harmonie, et vous disiez dans le titre qu'il fallait qu'il y ait de la justice. Et je crois que c'est aussi à ce niveau-là. Et à contrario, je vais vous donner un exemple qui est juste une anecdote, mais qui, à mon avis, est très significative. C'est que lorsqu'il y a eu les otages, on s'est aperçu qu'il y avait 15 ou 20 Thaïlandais parmi les otages. Alors on se disait, mais qu'est-ce que foutent les Thaïlandais comme otages? Et après, ce qu'on a découvert, c'est que M. Netanyahou avait négocié avec le gouvernement thaïlandais la venue de 10 à 20 000 personnes qui étaient payées et traitées, qui étaient très mal payées, traitées comme quasiment des esclaves, alors qu'à 3 km de là, il y avait des gens à Gaza qui étaient au chômage et qui auraient très bien pu se faire sauver. Et là, je pense qu'il y a une vraie volonté politique là, de mettre de l'huile sur le feu. Et c'est ce genre de choses qu'à mon avis, j'ai eu une réaction très émotionnelle le 7 octobre, parce qu'effectivement, j'ai été pris moi aussi par les bébés gorgés mis dans des fours, etc. On me dit que c'était totalement de la propagande, un petit peu d'ailleurs, comme il y a eu au Koweït, lorsque les Irakiens l'ont envahi, avec la fameuse les bébés qui étaient sortis des couveuses, et avec une infirmière éplorée qui était la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez, j'ai été pris par ça, on a tous été pris par ça, mais je crois que maintenant, il faut essayer de reprendre ça, de reprendre aussi ces exemples, de faire de la pédagogie et espérer qu'on pourrait arriver à quelque chose. Parce que si la guerre s'arrête, mais si c'est une déclaration race campagne de ça, j'ai lu récemment le livre d'Amin Malouf, il y a l'avenir des guerres, il y en a un autre, je me souviens plus, qui parle de 67 comme étant la catastrophe totale. Pour les pays arabes, ça a été la défaite et ils s'en sont jamais remis. Voilà. Donc, c'est comment redonner la dignité à tous, comment redonner une forme d'égalité, et bon, et s'il y a un seul État, on pourra peut-être accepter que le directeur du Mossad ne soit pas un Palestinien pendant quelques années. Puis-je ajouter une question? Oui, alors peut-être la dernière. Que pensez-vous, comment envisagez-vous la politique, la Chine qui commence à entrer dans la politique Moyen-Orient? Notamment, elle héberge, elle facilite ou elle organise une réunion entre le Fatah et le Hamas. Et elle avait auparavant tissé un petit peu les liens entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et elle n'entre certainement pas dans une région aussi dangereuse politiquement pour y perdre la face. Donc, comment voyez-vous l'avenir de cette initiative? Bon, sur l'entrée de la Chine, bon, je ne pense pas que ça a des conséquences importantes à court terme, mais à moyen terme, incontestablement. Ils veulent jouer un rôle, mais d'abord, pour eux, la priorité reste Taïwan, et c'est quand même une région très chaude. Et bon, ils avancent pas à pas, mais c'est comme tout ce basculement du monde dont on parle, c'est-à-dire il est en cours, mais il va prendre du temps. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que c'est déjà en cours, donc on voit bien que ce n'est pas, c'est pas le cas. Donc ils peuvent jouer, ils ont fait une proposition, vous savez, de trêve pour les Jeux Olympiques, pour le monde entier d'ailleurs, ce qui est assez intelligent parce que c'est, bon, voilà, mais est-ce que ça va donner quelque chose? Je ne sais pas. Sur Haïfa, c'est important ce que vous dites, parce que ça pose la question des Palestiniens d'Israël. Il y a en Israël, en gros, 2 millions de Palestiniens qui, à mon avis, bon, qui ont le droit de vote, donc qui pèsent politiquement, qui subissent des discriminations, mais qui jouent un rôle important. Par exemple, je dirais, comme chez nous, les hôpitaux fonctionnent grâce aux médecins palestiniens. Chez nous, c'est les médecins qui viennent de Tunisie et des pays arabes qui permettent à notre système français de ne pas s'effondrer. Mais bon, blague à part, ils jouent un rôle important, ils sont organisés, etc. Mais ils sont, particulièrement en ce moment, ils subissent une pression énorme. Et donc, ils ont une tendance à être
pas très vocaux, mais à terme, ils peuvent jouer un rôle important. Et d'ailleurs, toutes les coalitions qui, à un moment, ont négocié la paix, c'est-à-dire que ce soit Rabin ou Barak, se sont appuyés sur ce qu'on appelle les partis arabes, c'est les partis palestiniens. Donc, ils peuvent être une force importante. En plus, ils ont l'avantage, si vous voulez, d'une société. Ils parlent parfaitement l'hébreu, ils connaissent la société, donc ils peuvent s'adresser à la société. Mais en même temps, je veux dire, un des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas le cas d'Israël seulement, c'est le problème de l'identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'identité israélienne aujourd'hui? Il y a pas une, il y a une identité juive israélienne, et les seuls qui ont une cohérence de cette identité, malheureusement, c'est les partis suprémacistes juifs. C'est-à-dire qui ont un discours sioniste religieux, qui disent c'est Dieu qui nous a donné cette terre, ou un nationalisme, etc. Et ce n'est pas le cas seulement en Israël, hein, on voit bien que ça vient en Europe, que ça existe aussi en Europe, mais ça peut avoir un rôle de. Il pèse aujourd'hui beaucoup sur la politique menée par Israël, et ça, c'est effectivement très, très dangereux. Mais c'est-à-dire le problème, curieusement, Israël est un État qui est fondé sur une notion, comme j'ai dit, qui est extrêmement floue, qui est le juif. Qu'est-ce que c'est un État des juifs? Comment on le définit, un État des juifs? Comment on le... c'est pas un État de ses citoyens. Et vous savez qu'en 2018, Israël a adopté une loi fondamentale, il n'y a pas de constitution, qui est Israël est l'État-nation du peuple juif. C'est-à-dire que les 2 millions de Palestiniens qui sont des citoyens d'Israël ne sont pas, sont pas représentés par cet État. Parce que cette identité judéo-religieuse a une certaine cohérence. Et elle regroupe que des fractions minoritaires, parce que je pense que, bon, mais elle a une cohérence. Et que face à ça, il n'y a malheureusement pas grand-chose, en tous les cas pour l'instant. Voilà. Alors, cette pédagogie pour la paix et pour la justice entre les deux peuples, c'est sûr et certain, mais je ne pense pas que ce soit le problème d'aujourd'hui. Moi, je parle de ce que je pense personnellement, ça m'engage pour moi, mais également beaucoup de Palestiniens avec lesquels je parle. C'est un peuple, il ne faut pas l'oublier, en vrai, qui était censé disparaître. Si on avait été à une autre époque, par exemple au Moyen-Âge, à l'époque, au temps moderne, le peuple palestinien aurait complètement disparu, au même titre que les Amérindiens. Là, les Palestiniens, pour la plupart, et c'est ce qu'on entend, pas seulement que de la part du Hamas, hein, mais également d'autres dirigeants, même plus démocrates, évidemment plus démocrates, on voit que les Palestiniens, ils cherchent à imposer une certaine force pour pouvoir négocier ensuite. Parce qu'on voit historiquement, ceux qui arrivent à négocier la paix sont des gens qui ont des arguments. Toutes les fois, les Palestiniens, comme vous avez dit, ont négocié la paix jusqu'à les accords d'Oslo. En réalité, ils n'étaient pas très puissants, pas très soutenus, et surtout, ils n'avaient rien à négocier. Ils n'avaient rien à négocier. Là, possiblement, ils pourront négocier quelque chose. Et ils vont négocier quoi? La sécurité des citoyens, comme vous dites, ce qu'on appelle les citoyens juifs, en termes de palestinisme. Je pense que là, c'est là où ce moment il peut être charnière dans l'existence du peuple palestinien. Possiblement, ils pourront négocier cette sécurité pour ensuite essayer d'avoir. C'est juste une question. On entend dire qu'il y a peut-être une reconnaissance imminente d'un État palestinien par un certain nombre de pays de l'Union européenne, et pas des moindres, il y a l'Espagne, aussi la Belgique, etc. Pourquoi la France à terme? Est-ce que vous imaginez que, déjà, dans quelles frontières, est-ce que c'est de nature à sanctuariser un petit peu une position de négociation palestinienne avec la perspective de sanctions, de suspension de l'accord de Israël? Voilà. Comment vous voyez ça? D'abord, la reconnaissance que les pays européens font, c'est dans les frontières de 67. Ça, il n'y a pas de... Bon, après, ils disent qu'il peut y avoir des négociations entre les deux parties pour redéfinir, mais c'est ça. Les pays qui sont en pointe là-dessus, et malheureusement, ce n'est pas la France, comme c'était dans les années 90. Pour l'instant, la France est très réticente à l'idée de la reconnaissance de l'État palestinien, même si elle a voté au Conseil de sécurité pour l'admission de la Palestine à l'Assemblée, enfin, comme membre à part entière dans les Nations Unies. Les pays les plus en avance, c'est la Belgique, de manière très, très active, l'Espagne. En plus, l'Espagne, avec
le chef de la diplomatie européenne qui est espagnol, il joue un rôle aussi actif. L'Irlande, Malte, la Norvège qui n'est pas dans l'Union européenne et la Slovénie, je crois. Donc, ça peut avoir, moi, c'est-à-dire, ça a un poids symbolique très important. Et ça, un des problèmes dans lesquels on est, c'est que globalement, malgré les massacres, la stratégie de Netanyahou a échoué. Ils n'ont pas éliminé le Hamas. Vous voyez que les combats ont repris dans des zones qui ont été, entre guillemets, libérées depuis des mois et des mois. Ils n'ont pas détruit la direction du Hamas. Euh, et, et ils disent d'ailleurs, si vous reconnaissez cet État, ça sera une victoire pour le Hamas. Et ce n'est pas tout à fait faux. Hein, je veux dire, oui. Mais le problème, c'est que c'est le résultat de sa politique à lui. Mais il n'y a pas de... tout ce qui peut faire pression sur lui, sur Israël, sur le gouvernement israélien, est important. Et la reconnaissance diplomatique est une des cartes, quoi. Mais c'est pas, enfin, à mon avis, c'est pas la plus importante. Ah oui. Oui, ça c'est effectivement quelque chose d'important parce qu'on a comparé ça à la révolte étudiante au moment du Vietnam, mais la différence c'est qu'au moment du Vietnam, les étudiants ils manifestaient parce qu'ils ne voulaient pas aller partir. Ils voulaient pas aller au Vietnam. C'était quand même pas tout à fait. Enfin, c'est vraiment un point de vue, un point de vue moral de soutien au droit international. C'est ça qui fait bouger Et c'est dommage que les médias se focalisent uniquement sur l'antisémitisme supposé des étudiants. Qui est de l'antisémitisme, je n'en doute pas, mais franchement, c'est pas. Moi, j'ai été un peu à Sciences Po, etc., qui a soi-disant. On est dans une société du mensonge, je veux dire. Je ne sais plus quel ministre a dit ils ont mis Sciences Po à feu et à sang. Il n'y a pas eu un blessé à Sciences Po et il n'y a eu aucun incendie. Etc. Mais vous savez, c'est comme les mensonges du 7 octobre. Ça reste le Premier ministre, Gabriel Attal, au dîner du CRIF, il a reparlé des enfants égorgés. Et je me suis demandé, et je n'ai pas de réponse, on peut dire qu'il ment délibérément. Et après, je me suis dit non. Ils croient à ce qu'ils disent. Mais c'est-à-dire que lui et les gens qui travaillent avec lui sont tellement dans cette atmosphère de ce qu'on a raconté sur le 7 octobre qu'ils mentent. Et puis, bon, je ne le redirai jamais assez, je pense que les médias ne font pas du tout leur travail et que, voilà. Bon.